Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette toute première vidéo, on va parler d'une affaire de disparition mystérieuse française. C'est une histoire qui m'a moi beaucoup touchée. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre, plein de choses qui sont très étranges. Et je tenais vraiment à lancer ma chaîne avec cette affaire. Donc je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on commence tout de suite avec l'histoire de Mathieu Kézergue. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à remercier Delphine, qui est la maman de Mathieu et qui m'a très gentiment donné son accord pour que je puisse faire cette vidéo et diffuser des photos de Mathieu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur terme à employer. En tout cas, je vais faire en sorte de raconter l'histoire de Mathieu du mieux que je peux et j'espère vraiment qu'un jour ou l'autre vous aurez la vérité. Alors commençons. Mathieu, c'était un jeune homme de 24 ans au moment de sa disparition. Sa famille le décrit comme quelqu'un de très gentil, généreux, formidable, qui s'assure toujours que ses proches se sentent bien, se sentent heureux. Et apparemment, pour lui, c'est aussi très important que sa famille soit fière de lui, il ne veut surtout pas les décevoir. Et Mathieu est également gendarme. En 2017, il a été envoyé sur l'île de la Réunion pour une mission de 3 mois. Malheureusement, son séjour sur place ne va pas se passer comme prévu, puisque le 23 juin 2017, Mathieu disparaît. Il est très régulièrement en contact avec sa famille et ses amis qui sont restés en métropole, et le 22 juin, il téléphone à sa famille, à qui il explique que le lendemain, c'est son jour de congé, donc il ne travaille pas, et qu'il va en profiter pour faire une randonnée dans le cirque de Mafate. Sa mère lui conseille de profiter de la journée pour se reposer, rester tranquillement à l'appartement, mais il lui répond qu'il veut surtout pas gâcher une journée enfermée, que c'est tellement beau sur l'île qu'il veut vraiment profiter de chaque jour pour pouvoir visiter un maximum. Le 23 juin, donc le lendemain, il prend la direction du cirque de Mafate. Alors si vous ne connaissez pas le cirque de Mafate, moi personnellement je ne connaissais pas non plus avant, donc pour faire cette vidéo, je me suis pas mal renseignée sur les sites de voyage, les blogs, les forums, etc. Et donc c'est un endroit qui est très reculé, très montagneux. Vous pouvez faire tout un tas de randonnées, pardon. Mais tout le monde est plus ou moins unanime sur le fait que les randonnées sont quand même assez difficiles, qu'il faut quand même être bien équipé et prendre son temps si on n'a pas vraiment l'habitude d'effectuer ce genre de randonnée. Cette randonnée, Mathieu, il va pas la faire seul, puisqu'il va être accompagné de 2 autres hommes. Je vais donner volontairement que leur prénom. Donc il y a Christophe, qui est le mari d'une collègue de Mathieu, une gendarme, et Pascal, qui est lui-même gendarme. Apparemment, Mathieu connaissait un petit peu Christophe, mais ne connaissait pas du tout Pascal, qui se serait joint à eux un petit peu à la dernière minute. Donc à peu près vers 9h30, les 3 hommes vont entamer la descente tranquillement. Ils vont rejoindre un gîte dans lequel ils vont s'arrêter pour déjeuner vers 11h30. Le patron dira par la suite que l'ambiance avait l'air plutôt détendue, décontractée, rien qui pourrait laisser penser qu'il y aurait des tensions entre eux. C'est seulement vers 15h qu'ils vont décider de remonter, de repartir. À ce moment-là, Pascal ne le sait pas, mais il a oublié son téléphone au gîte. C'est un petit détail, mais vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Au moment où ils quittent le gîte, on ne sait pas vraiment dans quel état d'esprit ils sont. Est-ce que l'ambiance est toujours aussi détendue et chaleureuse qu'elle l'était pendant le repas, puisqu'ils décident de remonter chacun à leur rythme. Mathieu serait parti en premier, suivi de Pascal et enfin de Christophe. Moi, c'est un petit détail où je me suis juste dit que c'était un peu étrange de ne pas remonter ensemble, de ne pas s'attendre, alors que vraisemblablement à l'aller, c'est ce qui s'est passé, et que même s'ils ne se connaissent pas énormément, à partir du moment où on propose une activité de groupe, c'est bizarre, je trouve, de remonter chacun à son rythme. Après, c'est peut-être un détail, je sais pas. Un petit peu plus haut, Mathieu se serait arrêté parce qu'il aurait eu une crampe et il aurait donc fait une petite pause, le temps de récupérer. Et Pascal, qui était donc en deuxième position, serait passé devant lui, ce qui a fait que Mathieu était entouré donc de Pascal et de Christophe. C'est vraiment vers 17h que les choses vont commencer à prendre une tournure un petit peu spéciale, un peu étrange, puisque le portable de Mathieu, qui était inactif depuis 15h, commence à montrer tout un tas de signes d'activité. Donc il commence par envoyer un selfie de lui où on peut l'apercevoir avec une bosse, une plaie sur le front. Il envoie ce selfie à sa copine et 1 minute après avoir envoyé cette photo, il téléphone à Christophe. Donc Christophe qui est derrière lui à ce moment-là. L'appel va durer plus ou moins 1 minute et selon Christophe, Mathieu lui aurait simplement fait part de sa joie d'avoir fait cette randonnée, qu'il espérait en faire d'autres bientôt et il ne lui aurait pas parlé de sa blessure au front. Donc apparemment,
Christophe n'était pas au courant que Mathieu s'était blessé. Dans les minutes qui vont suivre ce premier appel, Mathieu va essayer de contacter Christophe à plusieurs reprises, mais il ne va pas avoir de réponse. Il va donc lui envoyer juste un SMS en lui mettant «T'es où?». Là encore une fois, il n'aura pas de réponse. Il va donc envoyer un autre selfie où on peut voir sa blessure sur le front. Il va l'envoyer donc à sa famille cette fois-ci et il va écrire «Pas une bosse d'enfoiré, c'est le métier qui rentre». Dans les minutes qui suivent l'envoi de cette deuxième photo, il va à nouveau téléphoner à Christophe qui encore une fois ne va pas répondre. Et là, il va lui laisser donc un message vocal de 71 secondes. Une minute ou deux après, Christophe le rappelle sans prendre le temps d'écouter ce message vocal. Et selon lui, Mathieu lui dit simplement qu'il remonte tranquillement. Et ce sera le dernier appel téléphonique. 10 minutes après que Mathieu ait laissé ce message vocal, Christophe va téléphoner à un adjudant de la gendarmerie qui aurait essayé de le joindre un petit peu plus tôt dans la journée. Et apparemment, cette personne lui conseillerait de prévenir les secours à ce moment-là déjà. Et il est 17h58. Au même moment, Pascal, qui était en tête, arrive sur le parking et il attend tranquillement que Mathieu et Christophe arrivent. Dans les minutes qui suivent, Christophe arrive à son tour au parking et s'étonnerait de ne pas voir Mathieu puisqu'il était devant lui et il devrait donc être là. Il croise un randonneur qui arrive, ils le prennent pour Mathieu, donc ils l'interpellent et cette personne leur affirme n'avoir croisé personne. De là, ils vont attendre quelques minutes que Mathieu arrive. Ne le voyant pas arriver, Christophe va essayer de le joindre à plusieurs reprises sur son portable, mais il n'aura pas de réponse. Le temps passe, il commence à faire nuit, la température se rafraîchit quand même. Pascal va donc monter en voiture, manœuvrer de façon à se mettre dans le sens du départ. Et pendant ce temps-là, Christophe va retourner en arrière avec une lampe torche pour essayer de trouver Mathieu. Il va d'ailleurs l'appeler encore une fois sur son téléphone, mais il n'aura toujours pas de réponse. Et il va également appeler sa femme, qui est donc gendarme, et à qui il va dire «On a perdu le mobile». Vers 18h45, le portable de Christophe coupe, il n'a plus de batterie, et je vous rappelle que Pascal a oublié le sien un peu plus tôt dans la journée. Ils n'ont donc plus de téléphone. Sur les coups de 19h, alors qu'il fait nuit, qu'il fait froid et que Mathieu est toujours introuvable, ils vont décider de partir. Sur le chemin, ils vont prendre le temps de s'arrêter dans une petite supérette dans laquelle ils vont essayer de trouver un chargeur de téléphone. Ils ne vont pas en trouver, mais ils ne vont pas non plus demander à l'épicier de donner l'alerte. Ils vont juste remonter en voiture et reprendre leur route. C'est seulement vers 20h qu'ils vont arriver à la caserne, donc ça fait quand même déjà 2 heures que Mathieu a disparu. Et entre 20h03 et 20h48, Pascal va essayer de joindre Mathieu sur son téléphone à 6 reprises sans avoir de réponse. Il va également avoir un adjudant au téléphone à qui il va parler de la situation, lui expliquer ce qui se passe, mais là encore, l'alerte ne sera pas donnée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a vraiment surprise de voir le nombre d'appels qui ont été passés sur le portable de Mathieu, que ce soit de la part de Christophe ou de Pascal, parce que j'ai l'impression que finalement, leur seul réflexe, ça a été de s'acharner sur ce portable qui sonne dans le vide, plutôt que de prévenir des secours. Alors qu'on parle quand même du mari d'une gendarme et d'un gendarme, je me dis que quitte à prévenir des secours pour rien, entre guillemets, que Mathieu aille bien et que ce soit juste le portable qui ait plus de batterie, plus de réseau ou qu'il soit tombé, mais au moins on se serait assuré directement que Mathieu allait bien. Donc je ne comprends pas pourquoi s'acharner comme ça à téléphoner en boucle. Enfin bon, l'alerte va être donnée vers 20h44 par l'adjudant qui a eu Christophe au téléphone un peu plus tôt et qui lui avait déjà conseillé d'appeler les secours à ce moment-là. Donc c'est lui qui va donner l'alerte, ce n'est ni Christophe ni Pascal. Dans la foulée, les deux hommes vont retourner au Maïdo, donc au cirque de Mafat, et c'est seulement à ce moment-là que Christophe va prendre le temps d'écouter le message que Mathieu lui a laissé plus tôt, donc un message de 71 secondes, je vous le rappelle. Il va en écouter 20 secondes et il va le supprimer. Donc on ne saura pas ce que Mathieu lui a dit sur ce message. Et c'est seulement vers 23h que 2 gendarmes du PGHM vont arpenter un peu le sentier à la recherche de Mathieu, et ça jusqu'à 3h du matin. Mais ils ne vont rien trouver. C'est le lendemain que les proches de Mathieu seront informés de sa disparition et dans les jours qui suivent, ils vont directement se rendre sur l'île. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place pour essayer de retrouver Mathieu, ou du moins un indice. Donc il y a les hélicoptères, les drones, les agents cynophiles, le PGHM, les pompiers, etc. Mais malheureusement, rien ne va être découvert. Il y a également un maître chien qui va venir de métropole avec son Saint-Hubert. Malheureusement, cette personne n'avait pas l'air
très motivé à l'idée de chercher Mathieu, puisqu'il va louper son vol et il va arriver donc avec un jour de retard. Et à plusieurs reprises, il va lui-même arrêter son chien en disant qu'il se promène, qu'il est fatigué, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment plus lui qui est fatigué de ses allers-retours dans le cirque. Donc déjà, c'est quand même moyen, on va dire, mais il va également affirmer que son chien sent l'odeur de Mathieu jusque sur le parking, la remontée en voiture. Donc ce qui laisse penser que Mathieu serait bel et bien sorti du cirque. Les recherches vont continuer encore quelques temps, mais la seule piste qui est explorée par les enquêteurs, c'est la piste de la chute accidentelle. Donc pour eux, ils sont persuadés que Mathieu est tombé et malheureusement décédé dans le cirque. Il faut retrouver son corps. Effectivement, l'hypothèse de la chute, c'est la première à laquelle on pense, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les trails sont quand même assez difficiles, les chemins sont pas toujours très nets, et surtout, il y a déjà eu des chutes mortelles, malheureusement, dans le cirque. Il y a quand même eu 2 points qui vont à l'encontre de cette hypothèse de la chute. La première, c'est que les Mafatais, donc les gens qui vivent sur place, ont eux-mêmes dit aux parents de Mathieu que pour eux, il n'y avait pas de corps dans le cirque, puisque quand c'est le cas, il y a les rapaces qui tournent, il y a des mouches, enfin ils le savent, quoi. Que donc là, pour eux, non, il n'y a pas de corps dans le cirque. Et deuxième point, c'est que toutes les personnes qui ont chuté mortellement lors d'une randonnée ont toutes été retrouvées. Les parents de Mathieu vont donc porter plainte pour non-assistance à personne en danger, et donc le 26 juillet, Pascal et Christophe vont être mis en garde à vue pour être auditionnés et avoir un peu leur version des faits sur le déroulement de cette journée. Mais on va apprendre qu'ils vont mentir tous les deux, puisqu'ils vont dire par exemple qu'ils sont arrivés au parking à 19h alors qu'ils y sont arrivés à 18h. Ça, ils vont reconnaître, je crois, au bout de 3 auditions. Ils vont également dire que l'alerte a été donnée quand ils étaient sur le parking. Et Christophe va rester vraiment très évasif par rapport à ses échanges téléphoniques avec Mathieu. J'ai également lu dans un article que Pascal, qui était donc gendarme également, aurait rédigé lui-même son procès-verbal puisque l'officier qui l'interrogeait aurait dû partir en urgence. Toujours est-il qu'ils vont être libérés pour faute de preuves. Dans les mois qui suivent, il n'y a pas vraiment de grande avancée dans la recherche de Mathieu, mais le 9 septembre, il y a des témoins qui affirment l'avoir vu dans le sud de l'île. C'est un petit groupe de personnes qui étaient en train de pique-niquer tranquillement dans leur jardin, et il y a un homme qui est rentré discrètement avec une bouteille d'eau vide à la main et qui leur aurait simplement demandé s'ils pouvaient avoir de l'eau potable. Ils lui ont donc donné une bouteille d'eau, ils ont récupéré la sienne qui était vide et l'homme est reparti. Et cette histoire de la disparition de Mathieu, elle a fait beaucoup de bruit à l'île de la Réunion dans les débuts, bien plus qu'en métropole à ce moment-là. Et donc tout de suite, ils se sont dit mais ce serait pas Mathieu Kayser. Enfin, ils ont eu un petit doute. Donc ils ont regardé des photos et des articles sur internet très, très rapidement. Et donc un des hommes du groupe a couru après cette personne, a crié Mathieu, il se serait retourné et aurait fait un geste de la main avant de reprendre son chemin. Les témoins vont décrire cet homme comme étant un peu désorienté et amaigri, avec une légère barbe. Il serait vêtu à ce moment-là d'un jean et d'un t-shirt noir avec des écritures et des dessins jaunes. Il nous a dit qu'il s'est permis d'entrer parce qu'il a vu qu'il y avait des voitures en haut et il y avait aussi du bruit. Qu'il s'est permis d'entrer et qu'il voudrait une bouteille d'eau potable sans plus de conversation. Les parents de Mathieu vont donc repartir en urgence un petit peu sur l'île. Ils vont rencontrer ces témoins à qui ils vont faire écouter et voir des vidéos de Mathieu où on entend sa voix. Et apparemment, ça va vraiment confirmer aux témoins qu'il s'agissait bien de Mathieu puisqu'ils vont reconnaître sa voix, mais également son accent. Malheureusement, la piste d'un Mathieu un peu déboussolé, désorienté, qui errait dans le sud de l'île n'est pas du tout prise au sérieux par la gendarmerie qui considère que ce n'est pas Mathieu. La seule chose qui va être faite, c'est de récupérer la bouteille que cet homme a laissée aux témoins afin de faire des prélèvements ADN. Par rapport aux résultats du test ADN, moi j'ai trouvé absolument aucune information. Par contre, il y a une vidéo de la maman de Mathieu, donc Delphine, qui est interviewée à ce moment-là et qui explique que pour elle, il n'y aura pas l'ADN de Mathieu sur cette bouteille puisque elle s'est rendue sur place et apparemment il y a quand même pas mal de bouteilles vides qui traînent un peu partout par terre. Et elle suppose que Mathieu aurait ramassé une bouteille pour la faire remplir, mais qu'il n'aurait pas posé ses lèvres dessus. Quelque temps après cet événement, sur l'île de la Réunion, il y a un homme qui s'est rendu à la gendarmerie en affirmant qu'il était la personne qui était venue demander de l'eau et qui n'était donc pas Mathieu Kayser.
À ce moment-là, la gendarmerie a juste dit bah ok, c'était pas Mathieu ce jour-là et basta, ça nous confirme dans l'idée que Mathieu est dans le cirque. Mais ils n'ont pas confronté cette personne au témoin qui aurait pu dire ah oui, effectivement, c'était bien lui, on s'est trompé, ou bah non, ça n'a rien à voir avec la personne qu'on a vue. Et ils n'ont pas non plus attendu les résultats du test ADN. On fait un bond dans le temps puisqu'on est maintenant en juin 2018, donc un an après la disparition de Mathieu. Et là, c'est vraiment le gros coup de massue pour ses parents, sa famille, ses proches, puisqu'ils vont apprendre dans la presse que Mathieu a été déclaré décédé. C'est important de rappeler quand même qu'à ce moment-là, il n'y a aucun corps qui a été trouvé, il n'y a pas le moindre indice vraiment formel qui fait dire bon bah c'est malheureux mais Mathieu est décédé ce jour-là. Il n'y a rien et on le déclare quand même décédé à la demande de son supérieur. Le fait que Mathieu ait été déclaré décédé, ça a malgré tout permis de pouvoir rouvrir l'enquête pour homicide involontaire cette fois-ci. On arrive à la partie judiciaire de cette histoire et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas un sujet que je maîtrise énormément, donc je préfère vous dire les grandes lignes plutôt que de vouloir absolument rentrer dans le détail et de vous dire des bêtises. Donc je m'excuse par avance si j'utilise pas forcément les bons termes au bon moment, je vais faire de mon mieux. Donc en mars 2019, il y a une demande qui a été faite pour faire annuler la mise en examen de Christophe et Pascal. Je vais vous lire ça, comme ça je suis sûre de ne pas dire de bêtises. Et je mets mes petites lunettes. Donc, le parquet estime qu'il n'existe pas d'indice grave et concordant que les deux suspects aient pu être auteurs ou complices d'une abstention volontaire de porter secours et qu'ils n'ont pas eu conscience de la gravité du danger et n'ont pas pensé à un accident dû à son jeune âge et sa condition physique. Cette demande elle est rejetée en juillet 2019, ce qui veut dire qu'il y aura bien un procès, mais Pascal, donc le gendarme, visiblement n'est pas vraiment d'accord avec ça puisqu'il s'est pourvu en cassation. Donc voilà pour le moment tout ce que je peux vous dire sur l'histoire de Mathieu. Il n'y a pas d'autres informations, mais je pense qu'il y en aura certainement prochainement dans les mois, les années qui suivent. En tout cas, j'espère vraiment pour sa famille et ses amis. Mon avis sur cette histoire, et il n'engage que moi, je pense que les personnes qui accompagnaient Mathieu ce jour-là, si elles ne sont pas responsables de sa disparition, en tout cas elles savent quelque chose. Je trouve que leur comportement dès le début est quand même assez étrange, que ce soit de laisser Mathieu seul alors qu'il fait nuit, il fait froid, il connaît pas l'endroit, que ce soit de tarder autant à donner l'alerte, même si c'est pas eux qui vont le faire au final, le message effacé, enfin c'est beaucoup de choses qui me font dire qu'il y a quand même quelque chose de louche. J'ai l'impression aussi que cette histoire, on essaie vraiment de l'étouffer et que, mis à part les recherches dans le cirque, il n'y a rien de plus qui a été fait. La famille de Mathieu est aussi vachement mise à l'écart. En fait, on ne les tient pas au courant de ce qui se passe. La reconstitution qu'ils ont demandée leur a été refusée. Il y a aussi un numéro de téléphone venant de l'île de la Réunion qui a appelé la grand-mère de Mathieu. Voilà, ils ont demandé à le faire analyser, mais au lieu de ça, ils ont analysé le numéro de la grand-mère de Mathieu. Sans vouloir rentrer dans la théorie du complot, etc., moi je pense que si Mathieu ce jour-là avait été accompagné de simples civils, on aurait peut-être eu plus de réponses plus rapidement. À l'heure actuelle, malheureusement, Mathieu n'a toujours pas été retrouvé, ni même des indices qui pourraient nous mener à lui. Finalement, toutes les pistes sont possibles et envisageables, que ce soit celle qu'on espère tous, que Mathieu ait décidé de refaire sa vie pour des raisons qui lui sont propres et qu'il a décidé donc de disparaître volontairement, ou des pistes un petit peu plus malheureuses. On peut imaginer par exemple que les personnes qui accompagnaient Mathieu ont voulu un peu le bisuter, puisque c'était une nouvelle recrue, ont voulu lui faire un peu peur et que ça ait dérapé. Ou alors, puisque Christophe est le mari d'une collègue de Mathieu, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une histoire de jalousie entre eux et que ça ait mal tourné. On pourrait aussi se dire que Mathieu était quand même blessé au niveau du front. Est-ce qu'il ne serait pas sorti du cirque un peu désorienté et aurait fait une mauvaise rencontre? En tout cas, j'espère vraiment que Mathieu va bien et que sa famille aura la vérité un jour sur toute cette histoire. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien de la page Facebook que sa famille a créée qui s'appelle Retrouvons Matt. Je vous invite à mettre un petit like ou à partager une photo histoire de diffuser un petit peu le visage de Mathieu et son histoire. On ne sait jamais si quelqu'un tombe dessus par hasard. Et si vous voulez aussi vous tenir informé de la suite de l'affaire, vous trouverez tout sur cette page. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos conseils, vos suggestions pour améliorer la chaîne. Moi, déjà, je sais que le décor, il va falloir faire quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo encore plus creepy. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne nuit.
Let's see.